La promotion de la pratique littéraire s'intensifie au Togo. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture a récemment repris l'initiative Le Livre du Mois. Ce projet, orchestré par la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, met chaque mois en lumière un ouvrage togolais. Voilà, pour donc le mois de septembre, l'œuvre choisie est un recueil de contes intitulé La genèse de toutes choses, conte Konkomba, conte du Togo de Massemba Simon Kata, abordant des thèmes tels que la justice, l'honnêteté et le respect de la culture. Un café littéraire, autant pour moi, se tiendra ce jeudi à Lomé pour explorer cette œuvre plus en profondeur. À l'international au Bénin, l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin, a lancé un appel à candidature pour l'année académique 2024-2025. Ouagadougou accueille de son côté un atelier sur la communication culturelle du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2024. Ouagadougou, au Burkina Faso, sera le cadre d'un atelier présentiel sur la communication et les relations publiques dans le secteur des arts et de la culture. L'événement est ouvert aux professionnels et passionnés et vise donc à fournir des compétences essentielles pour élaborer des plans de communication stratégiques combinant approches traditionnelles et numériques. Voilà, la pause s'impose et on revient. Que pensez-vous de la violence conjugale? Violence conjugale a une parce que les problèmes soient on va les deux non motifs. Indi wantoa ina gbare tenane nyanye kaji. Nyam kenchi obele inenyo kudobe nyongo ko allo nyemu sina nwanta gomene suloba. Ndiri kekelea. Nyonu kudo uswa. Tuju wa nyonwa omani tani usu. Usu ni tani nyonu. Kembo la nani pour non ni la nomiasia union bobe la so apo almenoa ila nai pour ni la nomiabo. La violence surtout avec les femmes ce n'est pas bon. L'homme n'a pas le droit de frapper à sa femme. Nia en tant que témoin de Jéhovah nous consomnia bobonini la bobo du kuru soit ne balek bon yari ko pecha wala pom continue on peut mieux long miana Emile so ne de ko de bla ni kakasa nem so wala ka no wala bobo no no bobo an so cha sa gon be ni wa no wa se gon bobo na ta iche mate o kakai ya ti de alo ya pu e madela so tanto mi agule lo homi nyande ke be ni kwa la ble comme que nya se comme moi ni ko ka mala se le papoto son le ko nya homo gone mu na papoto no mi ble ka na glua ka o nyonwa o boy wela so alo nsu ata ni ye jakla kai go wela so nya ma bra ma kai la nai ka mala bobo mo boy la nai o la te ma so ahui debe nsu agbe a nsu abe a o be be a o mate nani tu kadala no mi adu me we mlesiamo ka fa so a me di o venu la pomponi parce que va moitié ande alo a po so gbang wa ndo bubu on toru ko nti kakai ara gbo mi nyomo no le on wa le di o we nkumea nko le fion vieux on ce qui se passe il faut avoir une maîtrise de soi. Il faut avoir une maîtrise de soi. Et c'est ça qui va vous consolider votre foyer. Parce que dans le foyer, il y a 3 équations. Il y a le rôle du père, le rôle de la maman et le rôle des enfants. Si ces 3 équations sont complètes, donc il y aura la paix dans le foyer. Donc j'exhorte la jeunesse, les jeunes couples,
Artiste, activiste et rappeur, il est reconnu pour son rôle déterminant dans le développement du hip-hop au Togo. Ancien membre fondateur du groupe phonétique formé avec Kanoman, il a laissé une empreinte. Il a laissé donc une empreinte significative dans l'histoire musicale de son pays. Découvert dans les années 2000, Phonétique a rapidement gagné en popularité grâce à ses paroles percutantes et engagées. Le groupe a été essentiel à la popularisation du hip-hop au Togo, inspirant une nouvelle génération d'artistes et de fans. En solo, aujourd'hui, notre invité continue d'innover et d'élargir son influence sur la scène du hip-hop togolais. Ses chansons, souvent axées sur les réalités sociales et les défis quotidiens, résonnent avec le public et offrent une voix aux jeunes. Son style unique allie tradition et modernité. Didier Kems est notre invité à la barre. Bonjour Kems et bienvenue à la barre. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Jena. Et merci. Kems, vous êtes souvent considéré comme l'un des pionniers du hip-hop. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce genre musical à une époque où il n'était pas encore très en vogue dans le pays? Disons, ce qui m'a poussé, bon, on peut dire que c'est lié à plusieurs facteurs. Hein. D'abord, le quotidien de notre quartier. Je viens d'un quartier du nord de Koyoya-Kopé, un quartier, bon, quand tout le monde entend le nom du quartier Koyoya-Kopé, on sait à peu près de quel quartier il s'agit. Et de deux, j'ai eu des influences assez enrichissantes, difficiles mais enrichissantes. Et arrivé à un certain moment de ma vie, quand j'ai commencé à grandir, j'ai pensé au fait que le hip-hop peut être ce canal à travers lequel je peux partager mes expériences de vie et mes recherches personnelles. Voilà. Kems, faites-nous la genèse de ce parcours inspirant et en ce temps, ce qui vous a le plus influencé en matière d'artistes que vous écoutez en ce temps-là, qui vous a donné l'envie de continuer. Ok. Bon, si je peux remonter à plus loin, l'envie de faire de la musique m'est venue à l'âge de 12 ans. C'était en 90, je crois. C'était en 90. En ce temps, il y avait pas mal d'événements qui se faisaient hein, dans les écoles, les interclasses, la semaine culturelle, et les tout récitals, ça. Les récitals et voilà. tout ça, justement. J'avais 12 ans à l'époque, 90. Et ma toute première scène, je l'ai fait à 12 ans. Je l'ai fait à 12 ans, ma toute première scène. Je ne l'ai pas fait en tant qu'artiste musicien, mais je l'ai fait en tant qu'un élève d'une école, d'un quartier précis. Voilà. Et il arrivait à un certain moment pendant les événements culturels qu'on choisit certains talents de chaque école et ils vont concourir dans un événement qui regroupe plusieurs établissements à la fois. Et j'étais celui-là qui était sélectionné dans mon établissement et j'ai représenté ça. Ça consistait à quoi? C'était des petits jeunes qui vont interpréter d'autres chansons qu'ils ont l'habitude d'écouter à la radio, à la télé. C'est du playback, voilà. L'interprétation. Juste l'interprétation. Et c'est devant plusieurs écoles réunies sur un stade. Et bon, étant jeune, j'ai fait ça. J'ai eu à faire ça à 12 ans. Et j'avais reçu même un prix. Hein. J'étais classé parmi les meilleurs. J'avais reçu un prix qu'on m'a donné après dans mon établissement. Voilà. Donc, depuis l'enfance, j'ai toujours cet engouement. Je suis toujours intéressé par la musique, puisqu'à la base, mon père, c'est un grand percussionniste. Ma mère, c'est un racino, comme on dit. Oui, elle chante beaucoup. Les racinos, pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, ils savent ce que c'est. Donc, quand j'ai commencé à grandir, à l'âge de 14 ans dans les années, disons, 94, il y avait déjà des choses que j'écoutais. J'écoutais des sons, par exemple, des sons. À l'époque, justement, c'était la funk music.
C'était plus de la funky music. Le rap est venu après dans les années 90. Pardon, quand je dis après, bon, je suis en train de me perdre un peu, mais quand le rap est né, après, dans les années 99, 90, non, ouais, le rap est né dans les années 80. D'accord, Dans les années oui, 80. 80. 80, 90, 94. Les morceaux qui se faisaient aux États-Unis et en Europe et tout ça n'étaient pas trop connus de l'Afrique. Ce qui fait que moi, étant jeune à cet âge, dans mes 14 ans, c'était plus la funky music qu'on écoutait au quartier. Hein. La funky music, le raga, le reggae, et il y avait du soukous. Hein. Oui, du soukous. Du soukous. Et il y a même le jazz, le soul. Voilà, le jazz, la soul, la pop musique. Et surtout, ce qui s'écoutait localement, c'était plus la variété. La variété, je me rappelle, j'écoutais Bella Bello et j'écoutais Jimmy Hope. Jimmy Hope, à l'époque, c'était l'aîné qui se promenait au quartier avec sa guitare au dos. Je me rappelais très bien. Il y avait Jimmy Hope et il y avait le grand frère aussi de Mr. B. Il s'appelait Tona Tona. Ils jouaient très bien à la guitare. C'était plus eux qui m'ont influencé à plus encore aimer la musique à l'époque. Donc, du coup, après ça, en 94, qu'est-ce qu'il y avait comme son à écouter? J'avais la chance de fréquenter les gars, beaucoup d'amis du lycée français, puisque le lycée français n'était pas trop loin de là où j'habitais. Donc, j'avais plein d'amis au lycée français. Et c'était avec eux que je pouvais écouter des sons rap, des chants rap. Vraiment, vraiment rap. Comme les MC Solar. Comme les MC Solar, Doc Gineco, comment il s'appelle, Osmos Puccino. Mais il y avait plus de sons américains. Il y avait Drake, il y avait Heavy G, il y avait MC Hammer. Oh non, les Notorious, c'était pas encore l'époque des Notorious. Ils n'étaient pas encore là, vraiment. Ils n'étaient pas vraiment encore là. C'était plus Heavy D, Drake, Africa Bambaataa, MC Hammer. Il y avait pas mal de monde qu'on écoutait, là, que j'écoutais à l'époque à mes 14 ans. Kems, quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés au début de votre carrière d'artiste hip-hop? Je veux dire, à cette époque-là, jusque maintenant. Ok, bon, je ne peux pas encore parler de carrière à l'époque, puisque j'ai vraiment commencé à rapper en 95 et 96. Voilà, j'ai vraiment commencé. Mon premier morceau, je l'ai enregistré en 99. Et dans ces années-là, il n'y avait pas vraiment de studio. Hein. Je me rappelais mes tout premiers sons, je les ai enregistrés sur radio cassette avec un mégaphone. Voilà. Et c'était plus les vinyles que j'écoutais à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de CD. Bon, la génération MP3, tout ça, c'est après. C'est après. Nous, on s'est plus habitué à notre activité musicale à l'époque par des vinyles, des cassettes. Des cassettes où vous prenez un stylo, vous mettez dans la cassette. On roule après, tu rembobines, tu reviens en arrière. Si tu veux enregistrer, tu empruntes un micro parce que les mégaphones de l'époque avec un rec. Avec un rec où tu pouvais plugger le micro directement chanter, enregistrer. Donc, c'est ce que je faisais avec. Et j'avais un grand frère aussi qui m'a beaucoup motivé dans ça. Il s'appelle Turo Ephraim. C'était un promoteur culturel que beaucoup connaissent à Lomé. Donc, c'était les difficultés que j'avais commencé à voir, à rencontrer à la base, quand je n'étais même pas dans une carrière musicale en tant que telle. Je parle là des années 97, 96 jusqu'en 99. Et mon tout premier morceau que je compte bien mettre sur la toile pour que les gens puissent se rappeler de cette époque-là, c'était mon tout premier morceau que j'avais enregistré, c'était en 99. En 99, ça s'appelait, le titre est Problème. Et je l'ai fait avec un de mes potes, un gars du groupe Balle de Rime, qui s'appelait Cabral. Voilà, Kems, écoutons maintenant ce que les fans disent de vous et nous revenons ensuite. Ok, merci.
Oui, c'est un artiste de l'ex-groupe Phonétique, l'un des meilleurs artistes rappeurs du Togo, et qui fait de bons boulots. Dans ses textes, et dans son flow, dans son style authentique à lui-même. Il a, je pense, certains sons en solo que j'apprécie beaucoup. Il y a Dodé et d'autres. Et présentement aussi, il y a un des clips qu'il a fait aussi, que j'apprécie aussi beaucoup. Oui, DJ Kems, c'est l'ancien de l'ancienne école de la Cité K, qui est aussi le membre fondateur du groupe Phonétique, qui ont sorti le son Injection Sanction. Ouais, il y a plus de cela, plus de 24 ans, hein, je pense. Même lui-même, il est dans le game plus de 24 ans. Donc, et je peux dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a aussi fait des sorties internationales, qui a participé à des festivals au Sénégal, Burkina, c'est ceux-là que je peux citer, mais il y a d'autres, qui a participé qui a aussi travaillé sur beaucoup de projets. Ouais. C'était un moment très mouvementé. Pas des artistes comme Eric MC, il y a des groupes, Janta Khan et puis DJ Kems et son groupe. Voilà et tout. DJ Kems, c'est un gars très cool, c'est un gars de Steka et j'ai eu la chance de côtoyer. On a vécu ensemble dans le quartier. Moi, j'étais à Niconamoy, à Kodjovia Kopé, à Tipokome. Donc, on a eu tous ensemble à faire le mouvement. Okay. À partir de 2002. Non. Ils ont un groupe. Et le groupe, je me rappelle de ce son Ejo Midinadio, Ejo Onyan. C'était un morceau très augmenté dans le temps. Il comme ça, à qui c'est dans le temps, j'ai deux souvent. Mais à qui c'est pour le type, on est libre d'idée comme ça, catégorie d'une et à l'éclat, par rapport à l'ébaudio. Voilà. Que pense DJ Kems de toutes ces réactions? Ça fait plaisir que pendant toutes ces années, il y a des mélomanes qui m'ont toujours en mémoire et je leur en remercie beaucoup. Et ça fait une fois encore confirmer que tant que tu fais du bon boulot, les gens ne vont pas t'oublier d'aussitôt. Tes œuvres vont traverser le temps. Voilà. Et j'en suis fier. Voilà. James, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière dans les années 99. 99. 97, 96, 97, 99. Et c'est là que j'ai vraiment embrasser le rap. Et voilà. Pouvez-vous donc nous parler voilà, des difficultés que vous avez eues, ou bien plutôt du début, ou bien les débuts vraiment de votre carrière musicale? Ok, comme je l'avais dit tantôt, j'ai vraiment embrassé le rap musique en 96, 97, 98, 99, toutes ces années-là. Le tout début, c'était pas vraiment une carrière en tant que telle. C'était plus l'écoute et la participation à des événements, surtout scolaires. À l'époque, j'interprétais des chansons de d'autres rappeurs que je venais de citer tantôt, Heavy. Et après, en 96, 97, 18 et tout ça, c'est là que j'ai connu Tupac. Tupac, Notorious B.I.G. et beaucoup d'autres. Il y avait Zulu Nation, il y avait Busta Rhymes, et il y avait pas mal de... c'était plein. Moi, j'ai plus un fait pour les rappeurs américains. Okay. Ouais. J'écoute moins les rappeurs français. C'était plus les rappeurs américains qui m'intéressaient vraiment. Parce que, bon, ils avaient quelque chose de particulier. Parce que vous êtes activiste, c'est là qu'est sortie votre envie de dire
Cet activisme est né depuis fort longtemps, puisque j'ai grandi dans un quartier difficile. J'ai grandi dans un quartier difficile qui était réputé être le fief de l'opposition, ce qui fait que depuis le bas âge, on vivait des choses pas possibles. C'était un quartier vraiment, vraiment difficile. Et les événements politiques ont beaucoup marqué beaucoup de jeunes dans ce quartier, ce qui fait que en chacun des jeunes de ma génération, on a ces côtés activistes depuis le bas âge. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas qui nous arrivaient à l'époque au quartier, mais avec le temps, quand on grandissait, on a fini par comprendre et puis beaucoup ont pris position. C'est là d'où m'est venu ce côté activisme lié à mes œuvres musicales. D'accord, Kems. Quel a été donc le moment clé qui vous a convaincu de continuer ou bien de poursuivre la carrière dans le hip-hop? Ok, je pense que ça remonte encore loin. Je peux donner 2 références. Et pour ceux qui se rappellent bien, il y avait un doyen qui chantait à l'époque qu'on appelait Gabello. Et il avait une chanson. Ouais, c'était un monsieur de l'époque, Gabello, qui n'est autre que le grand frère de Daddy Creator. Ok. Ceux qui connaissent Daddy Creator, aujourd'hui, je le confirme et je le réaffirme, le mentor, le pionnier, le point central du hip-hop togolais n'est autre que Daddy Creator. Nous allons en revenir sur ça. Kems, quelle a été la réaction de votre famille et de vos amis à cette époque lorsque vous avez décidé de consacrer sérieusement votre temps à la musique hip-hop? Ok. Il y avait 2 choses qui se passaient. Nous, on avait l'amour pour le hip-hop, le rap. Mais dans nos familles, c'était pas ça. Okay. Puisque notre quartier déjà a tendance à, absorber les jeunes. Je sais ce que je veux dire par là. Pour ceux qui ont toujours réussi à garder la tête sur les épaules, c'était vraiment une chance. C'est un quartier très sensible. Sensible et, il y avait plein de vices dans ce quartier. Il y en a encore. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'était pas vraiment comme à l'époque. Mais à l'époque, c'est un quartier qui pouvait avoir beaucoup d'influence sur toi. Okay. Et tu peux virer dans des choses pas possibles. Donc, du coup, les parents avaient un mauvais œil sur ce mouvement rap, hip-hop. Pour eux, c'est juste quelque chose qui a tendance à t'entraîner de manière profonde dans ces vices-là. Okay. Donc, les parents n'étaient pas vraiment d'accord. Et du coup, nous, le rap, on le faisait entre amis, dans des maisons. Je me rappelle, il y avait un groupe aussi à l'époque du Nord, Ombre du Sud. On faisait des trucs entre nous. Je parlais bien de mon quartier. Pour ceux qui vont bien comprendre la chose, je suis en train de situer l'événement dans un contexte donné, là où c'est né, là où c'est parti, là où ça a commencé avant de s'étendre dans tous les autres quartiers. Donc, du coup, on faisait les choses entre nous. Et les événements politiques, sociaux faisaient que beaucoup de choses qu'on faisait, on les faisait vraiment, on les ressentait vraiment. Et c'était avec de vrais contenus. Voilà, je veux parler de textes, de lyrics et tout ça. On va revenir, Kems. Maintenant, parlons de phonétique. Ok. Phonétique a laissé une empreinte indélébile. Ouais, vraiment. Quel souvenir vous reste-t-il de cette période avec le groupe? Et je rappelle que vous êtes membre fondateur du groupe avec Cranoman. Ok, exactement. Phonétique, c'est un groupe qui est venu après. J'ai longtemps bossé en solo. Mes débuts, c'était toujours en solo. Même ma rencontre avec le groupe Balle de Rime dans les années 2000, 2002, c'est le tout premier groupe que j'ai vraiment côtoyé. On a vraiment lié d'amitié. Presque tout le membre du groupe, on a vraiment lié d'amitié. C'était
dans les années 2000. Le groupe phonétique est venu après, dans les années 2002. Ok. Et au départ, ce n'était pas le groupe phonétique. C'était 4 jeunes. C'était trois jeunes que j'avais réunis autour de moi, puisqu'à la base, c'était mon petit frère que je formais en rap. Et il est revenu après avec 3 autres de ses amis. Et parmi ses amis, il y avait Kanoman, qui était le seul qui était resté avec moi. Et j'ai continué à le former jusqu'à mettre sur pied le groupe phonétique. Et comment décrirez plutôt vous la dynamique au sein de Phonétique? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait sa force et son unicité? Parce qu'il faut le dire. Bon, je pense que cette force doit venir forcément de moi, pour ne pas être égoïste, non, pas du tout. Mais il faut le dire, les artistes sont tellement égoïstes. Voilà. On le dit, ils ont un égoïsme surdimensionné. Ben, bon, je vous vole la parole. C'est pas le cas de DJ Kems. DJ Kems, c'est quelqu'un de très simple. Mais quand tu as eu un travail qui a été fait et que tu le mets à contribution aux autres, la base ne reste que toi. Okay. Voilà, c'est ce que je veux dire un peu. Donc, du coup, j'ai commencé à faire quelque chose avant la naissance du groupe phonétique. Et ce groupe, c'est moi-même qui l'ai formé. Ok. C'est votre initiative. C'est mon initiative à 100%. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire, ne connaissent pas vraiment l'histoire du groupe phonétique, ils n'ont qu'à approcher DJ Kems ou soit approcher les membres du groupe Balle de Rime et d'autres groupes qui ont vraiment côtoyé le groupe phonétique de manière étroite. Ils peuvent leur dire des choses. C'est un groupe que j'ai mis sur pied. Kanoman, c'est un gars que j'ai formé en tant que rappeur. Je dis bien, je pèse mes mots. Kanoman, c'est un gars que j'ai formé en tant que rappeur. Du coup, les chansons du groupe phonétique sont des chansons composées uniquement par DJ Kems lui-même. Okay. Kanoman interprète les textes. D'accord. Kanoman interprète les textes. Voilà. DJ Kems, vous avez représenté le Togo dans plusieurs festivals, à savoir au Sénégal, au Burkina Faso, pour ne citer que ceux-là. Voilà. En quoi ces expériences ont-elles enrichi votre carrière? Pardon. Je reprends la question. Pardon. Vous avez donc eu à participer à des festivals au Sénégal, au Burkina Faso, pour ne citer que cela, parce que c'est ce que justement. Et même avec vos relations avec Didi Awadi, c'est ça. Voilà. La question est de savoir en quoi plutôt ces expériences ont-elles donc enrichi votre carrière? Ok. Surtout ce côté enrichissement de ma personne lié à tous ces parcours que j'ai eu à faire, c'est surtout les rencontres. Ouais, c'est surtout les rencontres. Ça m'a donné l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, d'autres rappeurs. Même j'ai eu à rencontrer Chicken Jaffa Koli au Sénégal lors des Africa World Celebration, je crois. C'était en 2017. Non, c'était en 2007, je crois. Bon, si ma mémoire est bonne. Après les scènes, on a tendance à parler, à s'échanger, les contacts, à échanger. Ça fait des rencontres à parler de beaucoup de choses. C'est surtout ça qui m'a permis de voir encore plus loin et puis avoir d'autres paramètres liés à ma carrière musicale. Genre, comment peaufiner encore plus mes écrits, comment pousser les recherches encore loin pour enrichir ce que je fais comme chanson, même voir les instrumentaux jusqu'au texte. Ouais, ça m'a permis de mûrir en quelque sorte mon œuvre musicale. Ouais, c'est ça qui... j'en suis fier aussi. Ouais, merci. Kems, Didier Kems, après Phonétique, vous
Vous avez poursuivi une carrière solo. Ouais. Et ma question, c'est quels ont été les principaux défis de cette transition maintenant que vous allez vous voler seul? Ok. J'ai commencé à voler seul depuis 2007-2008, puisque j'ai mis fin au groupe phonétique en 2008. Mais quand même, on a continué à faire, on a fait une dernière scène. On a fait une dernière scène en 2008. Je pense que c'était Hip Hop Campé, oui, au Bénin. Ok. Et après ça, j'ai mis fin au groupe phonétique pour des raisons personnelles. Et après, j'ai commencé à enregistrer des morceaux moi-même, seul. Voilà. Ça a été difficile. Tout comme a été difficile la réalisation de l'album African Reality du groupe phonétique. Voilà. C'était pas facile puisque j'ai l'habitude de fonctionner en autoproduction. La plupart de mes œuvres que je fais, je les produis moi-même. Donc du coup, ça a mis du temps puisque j'ai d'autres, parallèlement à mes activités musicales, culturelles et tout ça, j'ai d'autres activités que je gère. Donc du coup, ça fait que je bouge un peu. Je bouge un peu dans la sous-région, Bénin, Burkina, Mali, Ghana. Je rappelle au passage que ma mère, elle est ghanéenne, donc je suis très souvent au Ghana. Donc du coup, ça a mis du temps. J'avais démarré un projet d'album depuis 2009. J'ai enregistré des sons, mais ça fait que les difficultés financières, par moment, tu vas l'avoir, par moment, tu vas avoir un moment de disette, ce qui fait que le fait que moi-même je finance mes projets, ça a tardé. Ça a vraiment tardé. Mais non, bon, je remercie pour la santé, tout ça, que j'ai fini par boucler cet album de 18 titres. Ouais, j'ai fini par boucler cet album de 18, un album très riche et riche en couleurs. Donc, que je prévois sortir l'année prochaine en septembre. L'année prochaine en septembre. Que Dieu nous donne la santé. Ouais. Voilà, nous ferons donc le plaisir de diffuser ça et vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Merci. Et nous continuons en parlant de projets solo. Voilà, vous avez fait un projet récent, Flower. Flower. Qui est le titre que vous avez récemment sorti. Ouais. Que souhaitez-vous transmettre avec cette chanson? Ok, Flower, je rappelle au passage que c'est un morceau qui figure sur l'album à venir, l'album qui va sortir bientôt. Flower parle plus de ce côté relationnel, amoureuse, sociale, et on a tendance à, comment dire, ne pas voir ce côté essentiel de la chose dans nos relations, dans nos différentes relations. Que ce soit des relations amicales, amoureuses, voire relations de travail, professionnelles et tout ça. On a tendance à ne pas voir, ne pas axer notre énergie sur ce côté fondamental de la chose pour faire que la chose tienne longtemps, que ça marche. On a plutôt tendance à porter un regard critique sur les autres, sans pour autant chercher à vraiment connaître les autres de manière profonde. Voilà, Didier Kems, on va y revenir. Comment vous percevez aujourd'hui l'évolution du hip-hop au Togo depuis vos débuts? Je pense qu'il y a une grande différence. Une grande différence dans un sens côté travail. Ça, c'est dingue. J'ai eu à écouter beaucoup de trucs qui se font maintenant. J'ai eu à écouter beaucoup de gars qui sont sortis dans les années 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et le peu qui fait un travail assez consistant, assez réfléchi, ne sont pas nombreux. Pas du tout. Ils ne sont pas nombreux. Mais la majeure partie, franchement, ce que les jeunes, la plupart des jeunes font comme sont aujourd'hui, ne tient vraiment pas la route. Et quel conseil vous donnerez aux jeunes artistes togolais qui souhaitent donc se lancer plutôt sur faire du hip-hop aujourd'hui? Bon, je donnerai 2 conseils. Et ça dépend
dans quel contexte le jeune en question se situe. Est-ce qu'il veut faire carrière dans la musique de manière pérenne ou est-ce qu'il veut faire carrière dans la musique de manière passagère? Puisque beaucoup disent que c'est le commercial qui marche et c'est ça qui rapporte de l'argent. Bon, si tu veux faire du commercial, fais du commercial. Mais sache que tu ne feras pas long feu dans ce commercial. DJ Kems, Ouais. nous allons donc nous arrêter là. Ok. Mais nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Une tierce de seconde, on veut vous entendre, vous écouter, donc faire quelque chose. Ok. Pourquoi pas? Yeah, 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 les enfants bien maîtriser, inspiration en tout. Zari ya yecha ye la fusionner new MC. La vanodo de yecha ye la wo DVD. Nemimbo yecha ye la zen le DVD. Nous voyons on est abena yoni ghetto gangsta. Alors mais bichem de ola jo no play alo badenja. Vous n'avez pas payé la na yola wo fire ganja. Merci, merci. Merci, désolé de vous couper. Nous sommes donc acculés par le temps. Ouais. Merci Kems pour ces précieuses confidences. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci, merci beaucoup. Et voilà, chaque chose a une fin. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je suis Nicolas Akapo.